Ah là là, Manchester, Old Trafford, l'Etihad Stadium, Chinatown, Albert Square, etc., etc. On en aurait des choses à dire sur cette ville, mais non. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de ce Manchester-là, dans le Connecticut au nord-est des États-Unis. C'est donc ici, dans cette ville de 35 000 habitants perdue au beau milieu du Connecticut, que naît le 28 juillet 1969 Dana White, l'actuel président de l'Ultimate Fighting Championship, plus connu sous le nom d'UFC. Alors qui est Dana White, l'une des têtes les plus influentes du monde MMA? Comment a-t-il bâti son empire pour aujourd'hui être le leader incontesté de son sport? Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour nous soutenir et à donner votre avis pour nos futurs contenus. Allez, maintenant installez-vous confortablement, c'est parti pour le deuxième épisode du portrait, l'histoire de Dana White. Il y a encore quelques années, un combat télévisé faisait à 95% du temps référence à un combat de boxe et on était très loin de penser au MMA. Aujourd'hui, la donne a complètement changé et le MMA est souvent le sport auquel on pense lorsque l'on parle de combat. Et cela n'est pas dû au hasard, très loin de là. Derrière chaque succès se cache souvent une personne, une décision ou des sacrifices. Pour le MMA, c'est simple. L'homme derrière ce succès a un nom et ce n'est autre que Dana Frederick White Jr. Mais avant de parler du roi chauve, petit flashback sur les prémices de son organisation, l'UFC. À l'origine de l'Ultimate Fighting Championship, un homme, Art Davie. C'est en 1993 que Davie décide d'organiser le tout premier événement UFC, lui qui avait pour but de retrouver l'esprit des défis filmés par la famille Gracie dans les années 70. Ces défis mettaient en lumière l'art martial des Gracie, le Jiu-Jitsu, face à d'autres arts martiaux à travers des combats en tout genre. Pour l'UFC de Davie, c'est simple, aucune catégorie de poids, aucune règle, juste 8 combattants avec chacun son style. Pour cette première édition, on avait donc un karatéka, un sumo, un jujitsuka, un kickboxer et un boxeur anglais. Le but, voir quel art martial domine parmi tous ces sports, tout simplement. Et c'est Royce Gracie qui gagnera ce tournoi avec 3 victoires le même soir, toutes par soumission, ce qui mettra par ailleurs en lumière le JJB et fera le succès de cette première édition de l'Ultimate Fighting Championship. Ainsi, plus de 32 événements vont s'enchaîner entre 1993 et 2001, avec toujours plus de succès les uns après les autres. Malheureusement, les critiques et les dépenses stratosphériques ont commencé à avoir raison de l'UFC. Les principaux actionnaires ont revendu leur part et Davie s'est vite retrouvé dos au mur malgré le succès auprès du public et les bonnes ventes en pay-per-view. Il fallait alors que l'UFC se rattrape financièrement et pour ça il leur fallait une star, un homme qui allait faire changer de dimension l'organisation afin de rattraper le gouffre financier. Et ça ne s'est pas fait tarder puisque cet homme est vite arrivé et vous le connaissez tous. Dana White est né d'un père alcoolique qui était très peu présent jusqu'à même disparaître de sa vie tout jeune et d'une mère qui s'est retrouvée à cumuler plusieurs boulots pour subvenir aux besoins de Dana et Kelly, sa petite sœur. Très instable financièrement, la famille a dû beaucoup voyager à travers différents états et c'est à Vegas que sa mère trouvera un travail fixe en tant que domestique à domicile. Et c'est justement ici que Dana rencontrera Lorenzo Fertitta, un camarade du lycée Bishop Gorman avec lequel il se liera d'amitié quelques années plus tard. Retenez bien ce nom, on y reviendra. Malheureusement pour Dana, les études et l'école ne sont pas du tout son truc. Il finira par être expulsé du lycée Bishop pour des problèmes de comportement. En grandissant, White se retrouve à passer d'une université à l'autre et c'est en 1987 qu'il décidera d'arrêter l'école. Il cumule alors plusieurs petits boulots dans la ville de Boston comme barman ou hôtelier et parfois il lui arrive même de devoir se battre dans des combats organisés avec ses collègues pour savoir qui prendrait les pourboires de fin de journée. En parallèle de tous ces petits boulots, Dana s'intéresse et s'inscrit dans un club de boxe anglaise où il croisera l'ancien champion Peter Welch avec qui il décidera justement d'entrer dans le business des sports de combat en commençant à donner des cours de boxe dans son sous-sol et c'est justement ainsi que Dana White commencera à se faire un nom localement en tant que coach sportif. White était un bon boxeur et avait clairement un destin de boxeur pro devant lui, mais c'est en voyant les conséquences néfastes sur le cerveau d'un boxeur retraité qu'il décidera d'interrompre l'objectif de devenir professionnel un jour. Et c'est justement suite à cette décision-là que Dana White se concentrera uniquement sur le coaching en boxe. Mais le jeune Dana se retrouve rapidement dans plusieurs problèmes, notamment ce jour où dans un bar où il bossait, un groupe d'une vingtaine de personnes l'ont martelé de coups jusqu'à perdre l'audition d'une oreille et avoir de gros vertiges permanents. Cette maladie, Dana White expliquera l'avoir soignée plusieurs années après seulement cet incident-là. En parallèle de tous ces petits boulots, son entreprise de coaching, la White Boston Boxercise, n'a cessé de croître et elle a attiré de nombreuses personnes, notamment des membres du Winter Hill Gang,
un gang tellement connu à Boston qu'un film retraçant l'histoire du chef de gang dont Johnny Depp est l'acteur principal sera sorti en 2015. Un jour, 2 membres du gang sont arrêtés lors d'un cours donné par Dana White et c'est le bras droit en chef du gang en personne qui viendra réclamer à Dana White la somme de $2500 avant le lendemain 13h sous peine de représailles. Ni une ni deux, Dana White fait ses valises et retourne définitivement et rapidement dans le Nevada à Las Vegas. Et c'est justement ici qu'il recroisera Lorenzo Fertitta et son frère Frank qui sont devenus proprios d'un casino au moment où justement White posait ses valises à Vegas. Un trio naît alors lorsque Lorenzo demandera à Dana d'être leur coach en boxe à lui et son frère Frank. Les 3 s'entraînent alors ensemble et se nouent d'une forte amitié. Peu après, Dana va intégrer à son trio John Lewis, un combattant de MMA et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien qui avait justement déjà combattu 2 fois à l'UFC. Lewis les coachera justement en jiu-jitsu et en MMA et le trio tombera sous le charme de la discipline. Ainsi, l'amour pour le MMA naît dans le cœur du trio qui s'entraîne quasiment tous les jours ensemble avec Lewis et ses amis combattants, notamment Chuck Liddell, Tito Ortiz, Randy Couture ou encore BJ Penn. Dana White n'a pas tardé à vite repenser business. Il est rapidement devenu le manager de Tito Ortiz, de Chuck Liddell ou encore de Lewis, gérant ainsi leur relation avec l'UFC. En se retrouvant donc à être sur plusieurs événements et à gérer les plus grandes stars de l'organisation, Dana apprend rapidement le fonctionnement en interne de celle-ci et c'est en négociant justement un contrat d'un de ses athlètes qu'il découvrira que la société SCG à laquelle appartient l'UFC est en faillite financière et que son propriétaire cherche à vendre l'organisation. L'idée est donc simple, Dana White en parle aux frères Fertitta pour susciter leur intérêt, et ça fonctionne. Les 2 frères, blindés comme jamais, décident de racheter l'organisation à une somme qui aujourd'hui paraîtrait complètement folle, 2 petits millions de dollars. Et c'est donc en janvier 2001 que 90% des parts sont acquises par les frères Fertitta, qui laisseront 10% et la présidence de l'UFC à Dana White. Mais les frères Fertitta avaient un gouffre financier à rattraper et une image commerciale à redorer. Car pour les 2 millions de dollars, ils avaient uniquement acquis le nom UFC et un octogone. Et oui, c'était tellement la faillite que l'ancien propriétaire avait même vendu le site ufc.com à une entreprise d'ordinateurs qui s'appelait User Friendly Computer et qui avait donc pour initiale UFC. Hormis tous ces gros problèmes financiers, l'organisation s'est retrouvée confrontée à l'image du MMA au début du siècle qui était synonyme de violence extrême, ce qui leur a causé des gros problèmes juridiques et donc des problèmes de sponsoring puisqu'aucun ne voulait s'associer à eux. Cela devenait tellement la galère pour le trio qu'en 2004, les frères Fertitta ont alors investi plus de 40 millions pour essayer de relancer l'entreprise, malheureusement sans réel succès. Un tel flop que les frères ont même demandé à Dana d'estimer la vente de l'organisation car ils souhaitaient s'en séparer. Comme une sorte de bouteille à la mer, le trio teste un dernier coup de poker en investissant 10 millions supplémentaires pour produire une télé-réalité autour de l'UFC, The Ultimate Fighter. Le but de cette télé-réalité était donc simple. 2 équipes de combattants dirigées par 2 capitaines, en l'occurrence Chuck Liddell et Randy Couture. Ils vivent tous dans la même maison, s'entraînent ensemble sous les directives des capitaines pour finalement s'affronter en fin de saison. Les gagnants remportaient alors un gros contrat à l'UFC. Bingo pour l'UFC grâce à ça, en 2005, Spike TV, une chaîne avec une forte audience masculine, décide de signer un contrat de diffusion et programme même la retransmission de l'UFC juste après la diffusion de la WWE les lundis soirs. Excellente stratégie puisque le premier épisode du TUF aura un succès important avec plus d'1 million de téléspectateurs. Et c'est ainsi que l'UFC sera sauvé, comme l'a avoué Dana White plusieurs années après. Un tel succès qu'en 2007, l'UFC s'est même permise de racheter son concurrent direct japonais, le Pride, avec la petite somme de 70 millions de dollars. Ça suffit, me direz-vous? Eh ben non. 4 ans après, ils achètent le Strike Force où on trouvait des combattants comme Daniel Cormier, Ronda Rousey, Robbie Lawler ou encore José Aldo, des noms qui vous ne sont pas inconnus puisqu'ils deviendront par la suite des champions incontournables de l'UFC. Le succès ne cessait alors de croître sous la présidence de Dana White qui a littéralement fait exploser l'organisation à tel point qu'en 2011, il signe un contrat de diffusion sur 7 ans pour 100 millions de dollars avec Fox Sports. Ce succès aura aussi des effets néfastes sur la vie personnelle de Dana. Sa mère déclarera que depuis le succès et la signature avec Fox Sports, Dana a tourné le dos à sa famille et à ses amis d'enfance. Bof. Mais ça ne freinera clairement pas White qui n'est qu'au début de l'explosion de son business. La suite, on commence à tous la connaître. Des événements à l'international, des giga superstars à en devenir comme Ronda Rousey, Anderson Silva, Georges St-Pierre ou encore le moyennement connu Conor McGregor.
Un tel succès que même Dana White lui-même deviendra une superstar internationale. Mais le plus impressionnant arrivera en 2016, lorsque les frères Fertitta et Dana White ont accepté de vendre l'organisation à WME-IMG pour la somme de 4 milliards. Oui, 4 milliards de dollars. La plus grosse vente d'une organisation sportive dans l'histoire du sport. Un tel deal et une telle somme que Dana s'enfermera lui-même dans une chambre d'hôtel plusieurs jours avec l'appétit coupé et un début de paranoïa. Il déclarera même avoir reçu plusieurs coups de fil de plusieurs inconnus, de plusieurs proches, amis d'enfance qui lui réclameront de l'argent. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal. Dana sera finalement maintenu en tant que président et Lorenzo Fertitta démissionnera mais restera actionnaire minoritaire. En 2018, rebelote. Un deal avec ESPN rapportera plus d'1,5 milliard de dollars à l'UFC et Dana White pour la retransmission justement des événements. Le succès n'est donc plus à présenter et cela fait déjà plusieurs années que l'UFC domine le monde des sports de combat. Mais ce succès cachera tout de même quelques scandales auxquels ont dû faire face l'UFC, notamment sur les histoires de dopage au début des années 2010 où plus de 80% des combattants étaient sous PED, un espèce de produit dopant qui permet de booster les performances, une sorte de stéroïde, bref, du dopage. Ce problème a notamment été mis en lumière par Georges Saint-Pierre qui avait justement pris sa retraite pour dénoncer cela. L'UFC a dû notamment faire face à d'autres petits soucis, notamment dus aux revenus des combattants qui n'ont cessé de diminuer d'année en année, alors que les revenus de l'organisation, eux, n'ont fait qu'augmenter. Polémique à laquelle Dana White répondra lui-même en 2021. Si un combattant n'est pas content de ses revenus, qu'il crée sa propre organisation et paye ses combattants comme il le souhaite. Ce genre de sortie de Dana White ne plaira pas à grand monde et d'ailleurs il se mettra plusieurs personnes à dos dont du public et surtout des managers et des athlètes. Bon, au final, n'est-ce pas ce caractère et cette ténacité qui l'ont aidé à devenir l'emblème même du MMA et d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui et cela depuis plusieurs dizaines d'années ? En tout cas, une chose est sûre, prendre une entreprise au bord de la faillite et en faire aujourd'hui un monstre financier comme l'UFC valant plusieurs milliards de dollars avec littéralement le monopole du marché n'est pas possible sans un petit grain de folie, un égocentrisme et un crâne luisant comme celui de Dana White. Alors malgré les polémiques, nous, en tant que simples spectateurs, on te dit merci pour les travaux Dana. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Portrait. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à liker et vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à donner vos avis pour que l'on puisse progresser et évoluer justement dans nos contenus. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça permettrait de soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt sur YouTube et d'ici là, rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Twitch parce que oui, j'anime maintenant des lives régulièrement où on se fout de la bagarre à toute patate clairement. Portez-vous bien l'équipe, à bientôt, ciao.